Bonjour, Philippe Fulsac ici, et on est reparti pour un atelier Parlons Science autour de l'astronomie, puisque je vais continuer cette série de vidéos qui a démarré pour célébrer l'éclipse du 8 avril. Aujourd'hui nous sommes le 11 avril, et donc je vous ai parlé dans les deux vidéos précédentes, je vous ai parlé d'une question qui m'intriguait, qui était pourquoi est-ce que la question de comprendre pourquoi finalement le plan de l'orbite de la Lune est si stable. Alors évidemment, cet arbre-là, c'est l'arbre qui cache la forêt, et je ne voudrais pas vous laisser sous l'impression que nous avons résolu tout le problème dans cette vidéo, ce qui pourrait être le cas si vous ne connaissez pas le domaine de l'astronomie. Donc, dans ces deux vidéos, nous parlions finalement de deux perceptions qui s'affrontent. Une perception de permanence ou de grande stabilité des trajectoires des planètes autour du Soleil, et une perception qui serait une perception opposée, qui ouvrirait la perspective de trajectoires beaucoup plus compliquées. Alors, pour avoir une idée du problème, on peut se replonger même dans l'Antiquité avec des personnages, hein. Donc, il y a plusieurs personnages qui vont marquer cette vidéo, et le premier, c'est Ptolémée. Claude Ptolémée, astronome romain, ou du moins astronome qui vivait donc je crois au 1er siècle après Jésus-Christ. Et donc le voici représenté dans une gravure du XVIe siècle, je crois, gravure assez intéressante, où on le voit, évidemment très belle gravure, hein, typique du travail des artistes très soignés, vraiment les maîtres de la gravure et du woodcut au XVIe siècle, hein. Évidemment, le XVIe siècle, c'est aussi le début de l'imprimerie, donc on a ces merveilleuses œuvres d'art, essentiellement. Donc, Claude Ptolémée, lui, propose un système qui est basé sur des épicycles. Et déjà, on peut se poser, donc voilà le genre de trajectoire à laquelle on peut s'attendre dans le système de Ptolémée. Et ça, c'est un dessin de Cassini où on voit clairement des boucles, et on sait qu'effectivement, dans le ciel, les planètes ont des mouvements parfois rétrogrades, hein, qui sont tout simplement un effet de perspective, puisque vu de la Terre, on a l'impression que la planète retourne en arrière. En réalité, les planètes tournent autour du Soleil, mais ça, on ne sait pas avant Kepler, hein. Et même s'il y a des théories héliocentriques qui datent, comme celle d'Aristarque de Samos, qui date de l'Antiquité, la plupart des théories sont héliocentriques, et donc on ne comprend pas très bien dans le système de Ptolémée, le système est géocentrique, et on a donc ces trajectoires étranges. Et effectivement, alors la question c'est, est-ce que la trajectoire d'une planète donnée ou des planètes reste toujours immuablement la même? Et en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas nécessairement le cas, et ça, on s'en aperçoit assez rapidement. On observe, notamment Kepler, voici Johannes Kepler, fameux astronome donc qui a vécu à Prague, et qui était l'astronome royal du royaume de Bohême, essentiellement, ou de l'empire de Bohême. Il a découvert les fameuses 3 lois qui portent son nom, et donc il est l'auteur de multiples travaux en astronomie, en mathématiques, vraiment un génie de la science de l'époque. Son travail est toujours d'actualité d'une certaine manière, parce que tout ce que je vais vous dire tourne autour effectivement au départ de ces fameuses lois du problème de Kepler. Donc tout l'intérêt qu'on porte et le modèle de référence pour les planètes, c'est effectivement encore
le modèle trouvé et exprimé par Kepler. À savoir que les planètes se déplacent sur des orbites elliptiques autour du Soleil, et on a la loi des airs, etc. Alors, donc, comme je vous le disais, Kepler s'aperçoit qu'il y a certaines planètes, notamment Saturne et Jupiter, qui semblent ne pas rester finalement à distance constante du Soleil, et soit s'éloigner, soit se rapprocher dans le temps. Et ça, on a donc, on peut donc légitimement se poser la question, est-ce que les planètes vont toujours tourner en rond, calmement autour du Soleil, de manière immuable, ou est-ce qu'il va y avoir un comportement beaucoup plus complexe? Et donc, ensuite arrive Newton, et donc avec Newton, en quelques années, en 1685, Newton fait paraître ses Principia. Il explique essentiellement toutes les lois de Kepler simplement par voie mathématique, et transplante finalement la description cinématique de Kepler en une description dynamique, avec notamment d'une part ses lois de la mécanique, et d'autre part donc de la dynamique générale, plus supplémentée par la loi de la gravitation universelle. Et cette loi de la gravitation universelle est très précise, c'est une loi en 1 sur R2, proportionnelle, elle est universelle, elle agit sur toutes les masses, et à partir de cette loi universelle, Newton déduit une foule de choses. Mais évidemment, il doit aussi faire face à une indigence du côté mathématique, parce que c'est le début du calcul infinitésimal ou du calcul différentiel. Il doit développer ses propres techniques, il utilise beaucoup de géométrie. Son livre est extrêmement difficile à lire, essayez de lire Newton, vous verrez de quoi je parle, et écrit en latin, avec des schémas que nombre d'historiens se sont ingéniés à analyser pour essayer de comprendre le bien fondé, etc., ou l'interprétation rigoureuse de ces schémas. Et donc, en particulier, Newton fait face à un problème majeur qui est, au-delà des problèmes de Kepler, que peut-on faire que se passe-t-il, quel est le rôle de l'interaction entre toutes les planètes du système solaire, puisque tout interagit avec tout. Donc Saturne interagit avec Vénus, interagit avec etc. Et donc, pour traiter le problème dans son ensemble, et pour arriver à améliorer les éphémérides et les calendriers, etc., pour arriver à mieux comprendre le mouvement des planètes en détail et les prédire, il faut évidemment intégrer tout ce système d'équations qui est phénoménalement compliqué. Et donc Newton élabore une théorie de la Lune. Certains y verront un triomphe de la théorie newtonienne, mais tout le monde n'est pas d'accord sur ce point, et en fait, c'est plutôt un désastre qu'un triomphe. Mais évidemment, les amis de Newton cherchent par tous les moyens à glorifier le dieu de la mécanique, Newton, et donc effectivement, il y a une certaine dose on va dire, de construction sociale dans l'appréciation des travaux de Newton. Alors les hystériens sont divisés là-dessus, et évidemment il y a aussi une forme de révisionnisme en histoire. Enfin, je ne vais pas revenir là-dessus, parce que ça nous prendrait beaucoup trop de temps. Donc Newton, lui aussi, comprend probablement la possibilité que les trajectoires soient compliquées, hein, mais on ne va pas dire qu'il adresse vraiment frontalement la question de la stabilité des trajectoires des planètes. Ensuite, après Newton, vient le XVIIIe siècle, et là, au cours du XVIIIe siècle, la question notamment de l'accélération séculaire de la Lune, donc postulée d'ailleurs par Kant, hein, on sait qu'Emmanuel Kant a compris que les marées à long terme, la dissipation due aux marées pouvait peut-être ralentir la vitesse de rotation de la Terre, avec un effet sur l'éloignement de la Lune, simplement par effet de conservation du moment cinétique, hein.
Donc la Lune s'éloigne de nous à une vitesse assez lente, etc. Mais c'est un exemple de phénomène séculaire, c'est-à-dire qui a une tendance systématique. Hein. On n'a pas une fluctuation, une oscillation dans le temps, mais une oscillation stable dans le temps. Mais non, là, on a peut-être phénomène d'éjection de la Lune de la Terre, qui sait, et donc on peut similairement penser que peut-être que des planètes comme Jupiter peuvent éventuellement quitter le système solaire, ou il peut y avoir des collisions entre planètes, etc. Donc la première les premiers grands mathématiciens à théoriser là-dessus sont Laplace et Lagrange. Alors Laplace, Pierre-Simon de Laplace, vous avez un portrait de lui ici. Magnifique portrait. Ça, c'est vraiment le dieu de, le dieu des mathématiques. Il écrit un ouvrage absolument fantastique, l'équivalent de l'Encyclopédie Britannica ou de l'Encyclopédie Universalis, pour ceux qui la connaissent encore, à lui seul, où il décrit essentiellement toute la physique de l'univers. En abordant absolument tous les aspects. C'est un ouvrage surhumain. Quand on regarde sa production scientifique, on est vraiment ébahi, et quand on le lit, franchement, on ne peut être qu'en admiration devant un tel génie. C'est extraordinaire ce que ce mathématicien a écrit. La production, il a produit des articles en masse, et ces articles croyez-moi, ne sont pas faciles à lire ni à comprendre. Je trouve que ce portrait est vraiment extraordinaire. On voit une personne vraiment altière, regard brillant. On sent que le peintre a une grande admiration pour ce mathématicien. Et évidemment, nombre de mathématiciens la partagent. Alors, un concurrent sérieux à Laplace, c'est Joseph Lagrange, mathématicien d'origine italienne, mais qui passera la majeure partie de sa vie en France. Donc, en voici un portrait. Portrait peut-être un peu moins flatteur, mais là, on a l'inventeur des équations, des équations symplectiques de la géométrie symplectique, tout simplement. C'est le précurseur c'est l'inventeur du Lagrangien. C'est vraiment l'inventeur de la mécanique moderne, on va dire ça comme ça. Donc on est vraiment très loin finalement du niveau mathématique de Newton, qui, aussi sophistiqué qu'il puisse avoir paraître à l'époque, est complètement dépassé par la sophistication de la géométrie symplectique de Lagrange. Et donc plus tard, on aura la forme duale finalement de la géométrie lagrangienne qui apparaîtra avec Rowan Hamilton, Cayley, Cauchy, etc. Donc Lagrange et Laplace s'intéressent effectivement au comportement au long terme des trajectoires, et effectivement, ils vont pouvoir formuler ces problèmes de manière rigoureuse et de manière mathématique. En particulier, Laplace publie un mémoire en 1773, que j'ai d'ailleurs lu en partie, où il démontre, par exemple, l'invariabilité des grands axes des ellipses planétaires dans le temps. Hein. Et ça, c'est en faisant des calculs de perturbation et en s'arrêtant au premier ordre d'approximation. Il montre que si on néglige les termes d'ordre 2 dans les petites quantités, comme les rapports des masses des planètes autour du Soleil, la petitesse des inclinaisons des orbites des planètes sur l'écliptique, etc. Donc, si on néglige ces quantités à l'ordre 2, alors Laplace démontre l'invariabilité de certaines quantités ou la permanence de certaines quantités telles que le semi-grand axe des ellipses planétaires.
ok? Mais et il reviendra à plusieurs formes de cette question. Et expliquera aussi les choses inverses, c'est-à-dire quand on voit des phénomènes qui apparaissent comme ayant des tendances systématiques, ben non, peut-être aussi que ça peut être effectivement il y a certaines tendances séculaires, mais euh, le système reste stable dans son ensemble et, euh, et la place étudie évidemment le cas opposé à ces tendances-là, qui sont les phénomènes de résonance. Et il explique en particulier le, le, le phénomène de résonance qui est responsable des mouvements de Saturne et des inégalités de Saturne et de Jupiter. Et ces phénomènes de résonance sont dus à une relation entière, entre une combinaison linéaire entière entre les fréquences de rotation des planètes autour du Soleil qui s'annulent. Alors, tout le monde n'est pas donc totalement convaincu par la justesse des arguments de Laplace, même s'il règne comme un dieu, et les astronomes du 19e siècle, notamment Urbain Le Verrier, que je vous montre ici. Alors, Urbain Le Verrier, qui est devenu à un moment directeur de l'Observatoire, un tyran au dire de certains, euh, un des découvreurs pratiquement de Neptune. Alors, Urbain Le Verrier, lui, en 1841, il montre que toutes les théories de perturbation sont dangereuses dans la mesure où il apparaît, et je vous en parlerai plus tard mathématiquement, un phénomène qui est un phénomène d'annulation de dénominateurs dans des fractions par des petits diviseurs. Et ces zéros qui apparaissent dans les fractions quand on essaye de linéariser les équations des mouvements, ces zéros nous donnent des termes en fait qui tendent vers l'infini et qui ruinent la convergence des séries par lesquelles on approche les mouvements des planètes. Donc 1840-1841, un traitement explicite, premier traitement explicite du danger des petits diviseurs. Entre autres, hein, parce que Urbain Le Verrier, c'est lui aussi qui sera essentiellement l'auteur de la première diagonalisation. C'est lui qui fera la première diagonalisation de matrice et un des premiers à parler de vecteurs propres et de valeurs propres d'une matrice. C'est essentiellement lui qui qui a inventé cette théorie. D'accord? Donc, vous voyez où peuvent amener des problèmes pratiques comme ceux de la mécanique céleste. En fait, ils amènent à une foule d'inventions et de découvertes permanentes en mathématiques, notamment. Voilà, donc Urbain Le Verrier. Et alors ensuite, un énorme effort est fait, notamment sous l'égide de Simon Newcomb. Le voilà, une photo extraordinaire, vraiment extraordinaire de Simon Newcomb. Je vous rappelle que cet astronome est un astronome né en Nouvelle-Écosse, à Wallace, à une centaine de kilomètres d'ici. Et oui, on a la chance d'avoir euh, finalement la Nouvelle-Écosse peut s'enorgueillir euh, d'être la patrie de naissance de Simon Newcomb, mais elle ne peut pas s'enorgueillir de ne pas avoir su le garder. Puisqu'en effet, Newcomb fuit aux États-Unis très jeune via le Nouveau-Brunswick et il s'enfuit pour travailler à Boston, d'abord comme instituteur, puis il va à Washington, il rencontre Joseph Henry et de proche en proche, cet autodidacte, totalement autodidacte, va devenir d'abord calculateur à l'observatoire de Washington et ensuite il va monter en grade et devenir l'astronome le plus célèbre des États-Unis et un des astronomes les plus célèbres au monde. Alors, sa contribution, c'est tout simplement une harmonisation de toutes les observations et des éphémérides au niveau mondial. Il viendra à Paris collecter des données auprès de Charles Delaunay, justement d'Urbain Le Verrier,
Euh, et il publiera à la fin du 19e siècle des éphémérides qui resteront notre référence de temps et d'espace, on pourrait dire, pendant 80 ans. Donc une contribution extraordinaire. Évidemment, tous ces travaux faits par Simon Newcomb euh, utilisent des séries et là, on a au, à la fin du 19e siècle, hein, on a un mathématicien, un génie extraordinaire, Henri Poincaré, touche à tout, ingénieur, polytechnicien, électrotechnicien, il a travaillé sur les ondes hertziennes, il a travaillé sur les ondes radioélectriques, la TSF, l'électricité, l'optique, tout. Il a travaillé sur tout. Et en particulier, il s'intéresse à l'astronomie et de très près, évidemment. Et comme c'est un mathématicien hors pair, quand je parle de mathématicien, pas seulement un mathématicien appliqué, mais aussi un mathématicien un théoricien, voilà, il regarde ces séries utilisées par les astronomes et il introduit la notion de convergence asymptotique, de série asymptotique. Et en fait, il démontre que toutes ces séries sont très bonnes pour prévoir en temps fini le mouvement des planètes, à une précision arbitraire finalement. Mais par contre, aucune de ces séries, elles divergent en temps infini, il le démontre, et donc elles ne donnent aucun renseignement en temps infini sur la stabilité du système solaire. Alors, en répondant, Poincaré répond à un concours lancé par le roi de Suède, le roi Oscar de Suède, en fait plutôt par un mathématicien qui s'appelle Mittag Leffler, mathématicien suédois, qui met au concours le problème de prédire finalement en temps quelconque la position de chaque corps dans un système de n corps qui interagit par gravitation. Et donc Poincaré envoie ses travaux avec la solution de ce problème au roi de Suède, et ces travaux gagnent d'une part un prix en argent et d'autre part le droit d'être publiés dans le monde entier. On commence à faire des tirages, etc. Et Poincaré fait marche arrière, s'aperçoit qu'il a en fait une erreur, et alors s'ensuit un épisode rocambolesque où les tirages sont rapatriés pour corriger ses erreurs. Et finalement, bon, le prix n'est pas enlevé à Poincaré, mais Poincaré revisite son travail et en fait découvre que il est impossible de prédire, donc change totalement de point de vue, de perspective, et découvre qu'il est impossible de prédire les mouvements des planètes. En fait, il pose la base d'une approche totalement nouvelle qui est une approche chaotique. Donc, c'est Poincaré, qui est vraiment l'auteur des théories modernes sur la stabilité et sur l'instabilité des systèmes dynamiques, avec ses travaux donc révolutionnaires, où il pose les bases d'une nouvelle forme de mécanique qui laisse la place au chaos. Alors, ces travaux de Poincaré vont être amplifiés, notamment par un monstre des mathématiques qui est Andreï Kolmogorov. Voilà Andreï Kolmogorov, probablement un des plus grands, sinon le plus grand mathématicien russe qui ait jamais existé. Extraordinaire, un mathématicien extraordinaire, il a gagné tous les prix, évidemment le prix Staline, mais pas seulement. Lui, c'est le mathématicien, on va dire, de l'ère soviétique par excellence, hein. Et il a fait des contributions absolument fondamentales dans le domaine de la turbulence, dans le domaine des mathématiques fondamentales, de la géométrie algébrique. Il a résolu le 13e problème de Hilbert. Et il a notamment été le père de la fameuse théorie KAM pour Kolmogorov, Arnold, Moser.
Et c'est donc cette théorie-là, c'est à cette théorie-là que je veux consacrer la prochaine vidéo de cette série. Et vous verrez que c'est une théorie absolument fantastique et qu'elle ouvre encore une autre perspective. Donc à la suite de Laplace et Poincaré, on va dire que c'est la troisième révolution dans l'histoire des systèmes dynamiques, après Laplace et Newton, Laplace et Poincaré. Alors, Kolmogorov, donc, en 1954, publie un théorème qui sidère tout le monde, dont je ne vais pas vous expliquer en détail ici, mais que je vous expliquerai dans la prochaine vidéo. Et en essence, ce résultat nous permet de trouver une foule de systèmes extrêmement compliqués, non résolubles par des moyens classiques, hein, notamment non résolubles par quadrature. Donc ce sont des systèmes d'évolution qu'on ne peut pas résoudre par intégration exacte par quadrature. Et pourtant, Kolmogorov est capable de montrer que tous ces systèmes ont beaucoup de trajectoires périodiques, donc beaucoup de stabilité, c'est un résultat de quasi-stabilité, et un résultat générique de quasi-stabilité. Donc un résultat absolument très important, hein, on ne parle pas d'un problème particulier, on parle d'un problème général. Et il est secondé dans ses travaux par un autre génie qui est Vladimir Arnold. Voilà, Vladimir Arnold dans sa jeunesse. Alors lui, j'ai plusieurs livres écrits par Vladimir Arnold, notamment un petit livre qu'il a écrit, dont j'ai une traduction en français, qui s'appelle Méthode mathématique de la mécanique céleste. Absolument phénoménal, un livre phénoménal. Probablement le meilleur livre de mécanique jamais écrit, moi je dirais. Mais les exercices sont plutôt difficiles. Donc accrochez-vous. Notamment, je vous citerai un exercice que je ne sais toujours pas comment résoudre et qui qui fait 3 lignes dans le livre et qui est vraiment difficile à résoudre. C'est un livre que je lis depuis 30 ans ou 40 ans. Voilà. Alors, le voilà maintenant, Vladimir Arnold. Vraiment une très bonne photo aussi de lui ici, où on voit le côté peut-être frondeur de ce mathématicien original, hors pair, beaucoup aimé en France, extrêmement aimé en France, probablement aussi francophile, euh, symbole d'une bonne relation entre la Russie et la France à une époque révolue, je dirais, puisqu'aujourd'hui, on est loin de là, malheureusement. Alors, ok, donc, et puis le troisième larron, hein, que je vais citer, c'est Jürgen Moser. Alors, Jürgen Moser, bon, là, le voilà ici. Bon, c'est un mathématicien allemand, autrichien peut-être, qui a contribué aussi énormément, mais dans un angle différent, à la simplification des arguments de Kolmogorov et d'Arnold, et aussi à leur généralisation, on va dire, entre guillemets, pratique. Alors, la prochaine vidéo que je vous montrerai est basée sur un document que j'ai lu, qui est écrit, un très bon document, écrit par Philippe Robutel, que je vous montre ici. Alors, Philippe Robutel, il est directeur, très difficile d'obtenir une photo de lui. Voilà une photo que j'ai pu trouver. Il est directeur adjoint de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, IMCCE. Et donc Philippe Robutel, c'est un spécialiste avec d'autres personnes comme Jacques Lascar, par exemple, des simulations numériques, du calcul des éphémérides, etc. Il a écrit un très beau document sur le théorème KM, et ce sera une de mes bases pour la prochaine vidéo. Voilà, donc j'arrête cette introduction ici, et donc on passera aux choses sérieuses
Après cette introduction historique, on passera aux choses sérieuses dans la prochaine vidéo. Merci de votre attention.